Donc effectivement, on se rejoint pour cette dernière keynote, la keynote de clôture de cette journée dématérialisation responsable. Un rapide tour de table peut-être que vous pouvez vous présenter chacun votre tour. On peut recommencer par Adélaïde, qu'on a déjà vu en début d'après-midi. Rebonjour Fabien, donc je suis Adélaïde Kissy, je suis membre du conseil d'administration de l'Institut du numérique responsable France. Voilà, je suis par ailleurs maître de conférence en informatique appliquée à l'université Clermont-Auvergne. Voilà. Merci Adélaïde. On a ensuite Basma. Bonjour Basma. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu ? Oui, alors merci pour cette invitation. Basma Maklouf-Labou, je suis professeur à la Haute École de Gestion de Genève et coordinateur aussi des enseignements et de la recherche en matière archivistique. Et je dirige actuellement, depuis 4 ans maintenant, le master en sciences d'information à la même école. Merci Basma. Ensuite, nous avons Louise Guerre. Bonjour Louise. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Donc Louise Guerre, je co-préside le groupe CERDA Archimag avec Pierre Fuseau que vous avez déjà entendu. Et là, je vais parler aussi au titre du modèle perma-entreprise qui est implémenté dans le groupe CERDA Archimag qui a tout son sens aujourd'hui, et également l'Institut du perma numérique. Merci. Et enfin, Pierre, est-ce qu'on a besoin de te représenter quand même un petit peu pour éventuellement les participants qui n'ont pas pu suivre les premières keynotes de cette journée? Eh ben, bonjour au nouveau et puis rebonjour à tout le monde. Donc, je suis Pierre Fuseau et coprésident avec Louise Guerre en fait de groupe CERDA Archimag et porteur du référentiel des 21 indicateurs avec Guillaume que vous avez vu ce matin. Et voilà, comme ça, c'est l'occasion de boucler la boucle. Effectivement, alors en préambule, je voulais quand même rappeler que, contrairement à ce qui a été dit au tout début de cette journée, on en est à la 3e édition. C'est effectivement la 2e édition de cette journée telle qu'on l'a connue aujourd'hui, mais on en est déjà à une 3e session. Et il y a 3 ans, justement, je me souviens, puisque j'avais déjà animé plusieurs tables rondes, on en était vraiment aux prémices finalement de la dématérialisation éco-responsable. À ce moment-là, on en parlait comme ça. On calculait vraiment l'empreinte carbone du numérique à travers les 21 indicateurs, notamment que tu évoquais, Pierre. Et aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a vraiment plus d'action, ou en tout cas une volonté de justement mettre en place des initiatives concrètes, finalement de réfléchir, de régénérer et finalement de mettre en place des actions pour compenser un petit peu l'empreinte carbone du numérique. Justement, dans cette optique-là, quels sont un petit peu les programmes ou les initiatives qui sont menées actuellement en faveur du numérique responsable? Je sais que Basma, notamment aux côtés de Pierre, il me semble, vous menez un important projet sur ce sujet-là. Oui, c'est un travail qu'on a démarré à partir des 21 indicateurs, hein, et donc l'intérêt a été tout à fait mutuel et immédiat avec Basma. Et l'objectif a été effectivement de monter un consortium sous forme de partenariat avec HEG et donc avec également Nord6, la fondation Nord6, pour effectivement des développements de calculateurs. Donc, je m'efface derrière effectivement l'intervention de Basma qui va présenter effectivement le programme Archeco. Et juste avant, je profite pour ouvrir une petite parenthèse et la refermer et pour confirmer totalement effectivement les dires ou les écrits en fait de Guillaume dans le chat qui est effectivement que des émissions ne peuvent pas être effectivement neutres, ça peut pas être zéro, ça n'existe pas ça, puisque effectivement si on avance dans ce sens-là, on pourrait prendre effectivement tous les pétroliers du monde, ils auraient compensé et donc ça serait de l'émission zéro pour tout le charbon, tout le pétrole du monde et donc la vie serait tellement plus simple et plus facile de faire de la comptabilité comme ça serait tout à fait génial, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que effectivement, on produit des émissions de gaz à effet de serre et donc ensuite on peut contribuer, et donc ça c'est le terme le plus exact, hein, qui est un peu le nouveau terme
à utiliser à la place de compensation, puisque la compensation, il peut y avoir effectivement une ambiguïté, manifestement. Donc, on parle de contribution et on contribue effectivement à la planète en finançant et en gérant des projets de puits de carbone, de séquestration, etc. Donc voilà, ça, c'est les nouveaux termes. Donc, bannir effectivement le zéro carbone et parler de contribution. Et donc, effectivement, voilà, ça, ce sont les différents éléments. Et j'en profite pour refermer cette petite parenthèse que je pense est absolument indispensable, surtout dans une journée comme celle-là. Merci Pierre. Peut-être du coup, Basma, parce que tu as fait un excellent teasing sur ce projet Archeco. Basma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce projet? Quelles en sont les parties prenantes, les objectifs? Comment ça se passe? Alors, merci beaucoup pour cette occasion et puis pour donner l'occasion et l'opportunité à cette assemblée en fait d'échanger sur les différentes perspectives liées à la digitalisation, mais aussi la gestion responsable du numérique. Et là, notre discussion s'inscrit complètement dans un contexte très confortable parce que effectivement, l'idée de ce projet, c'est de permettre un peu, de manière réaliste et pragmatique, à tous les producteurs de données et d'informations de saisir concrètement et de manière reproductible, saisissable, c'est-à-dire mesurable, l'impact et le coût et les coûts écologiques du traitement de la donnée. Donc, la perspective est assez étendue, on va dire. Le périmètre qu'on vise est assez étendu, car on s'intéresse à l'information et à la donnée depuis sa naissance, depuis sa création, sa prise en charge par diverses méthodologies, processus, infrastructures, tout ce qui concerne la prise en charge de traitement de la donnée, incluant donc la description, l'organisation, l'anonymisation, toutes sortes de processus possibles et envisageables, et suivre un peu le cheminement et durant la vie, tout le long de la vie de l'information, comment les coûts s'accumulent autour de son traitement et sa préparation à l'utilisation, jusqu'à l'étape où on se pose les questions existentielles qui consistent à conserver l'information. Et donc, le groupe et puis le consortium, comme l'a bien qualifié Pierre, a l'avantage d'avoir des regards croisés et interdisciplinaires, multidimensionnels surtout, la pratique et l'expertise du terrain, côté Pierre et aussi Nursis, qui ont aussi le développement et la partie technologique, et nos travaux, les travaux et le cheminement de recherche qu'on a pu mener à l'HEG dans le traitement des données, l'évaluation des données et la bonne connaissance de l'environnement numérique. Donc, notre idée est essentiellement pragmatique. On fait de la recherche appliquée et de là donc vient le fameux besoin d'avoir des pilotes et des institutions à tester des choses innovatives, des approches innovantes et tout à fait intéressantes dans cette thématique. Pour l'instant, nous avons des partenaires publics et privés, aussi du monde des organisations internationales. On a l'avantage d'être basé à Genève, donc on a cet accès à des institutions et organisations internationales qui amènent des problématiques assez différentes, où on a aussi le domaine humanitaire avec les données sensibles, avec des choses assez variées, et c'est ça qui fait la richesse de nos pilotes. Avec du coup des premiers résultats qui sont attendus pour quand? Alors, on a démarré avant l'été 23. On a commencé à mettre en place donc les étapes et l'argumentaire de la méthodologie, etc. Le financement a été obtenu concrètement et formellement de la HSSO et puis du rectorat. L'instrument de financement, c'est le réseau RCSO suisse.
Et il a été accordé après l'été. On a bien reçu la bonne nouvelle en septembre. Et suite à cela, on a concrétisé un peu notre discussion avec un kick-off réunissant CERDA avec donc Pierre Fuseau et Nord6 du côté donc français et aussi partenaire d'implémentation et de développement de ce qu'on va générer comme mesure. Parce que l'idée, c'est de vraiment concevoir les métriques qui permettent de mesurer et suivre les coûts écologiques des traitements des données. Ensuite, travailler sur les spécifications techniques générales et spécifiques pour permettre à Nord6 de travailler sur un pilote. Une bonne nouvelle dans cela, il y a aussi l'implication de la relève. Donc, on a un doctorant qui travaille sur une partie de ce projet qui sera dédié aux données de la recherche. Il travaille, c'est Aurel Nicolet, doctorant sous ma direction en collaboration avec l'Université de Genève, qui va s'intéresser aussi à la pérennisation des données et ses coûts écologiques. Donc, vous avez pu peut-être imaginer qu'on va segmenter un peu les études de cas pour qu'elles couvrent plus ou moins les différents moments et les différentes fonctions de traitement de données tout le long du cycle de vie. Merci Basma. Alors si les participants ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ce sera l'occasion aussi de répondre à vos interrogations. Je me tourne vers vous, Adélaïde. Vous étiez toujours déjà là tout à l'heure et effectivement, vous avez un peu évoqué le label AB sur lequel, enfin, inspiré du label AB, moi je l'appelle comme ça par raccourci, mais en fait je me trompe très certainement, qui est actuellement à l'étude du côté de l'INR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors le constat déjà. Le constat, c'est la nécessité de développer des filières liées au reconditionnement des périphériques numériques sur les territoires. Donc, pour cela, en fait, la direction générale de l'économie et les 3 principales fédérations du reconditionnement, en fait, ont sollicité l'INR pour travailler sur l'équivalent en gros du label AB, mais pour les équipements numériques. L'idée étant que quand on est consommateur, on n'a pas forcément d'informations très claires sur le niveau de qualité des éléments critiques du reconditionné. Il faut faire du reconditionné, mais l'enjeu c'est quand même de faire du reconditionné de qualité. Voilà. Et derrière cela, on travaille sur un cahier des charges, un processus de certification, de labellisation qui va permettre en fait aux citoyens, de la même façon que lorsqu'il va en supermarché et qu'il achète un produit estampillé AB qui lui donne des éléments de confiance sur sa production et sur en fait le processus de production, en fait on calque ça en fait pour le reconditionner. Et du coup, quels sont les critères déjà sur lesquels vous allez vous baser? Est-ce qu'on est trop en amont dans cette réflexion pour les établir, ou est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion très précises sur le sujet? Alors, on a travaillé sur un cahier des charges, on a sondé les acteurs de la collecte, on a aussi travaillé sur la manière dont on allait auditer en fait certaines structures. L'étude est en cours et on devrait rendre notre copie au milieu du second semestre 2024. D'accord. Et en ce qui concerne les autres travaux menés par l'INR, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques éléments de la feuille de route, ou est-ce que c'est très confidentiel? Alors, en fait, la position de l'INR, c'est de dire le numérique responsable, c'est les gens, parce que la responsabilité, c'est remettre de l'humain, voilà, c'est les technologies et c'est les territoires. Donc, sur ces 3 axes, on a développé tout un camailleux d'action. Donc, sur les territoires, en fait, au travers de la loi Rennes, on a développé des ressources libres et open source qui vont permettre aux territoires, donc ce sont les EPCI qui ont pour
obligation, d'après l'article 35 de la loi Rennes, de développer une stratégie numérique responsable, mais ça n'exclut pas des régions ou des départements. Et l'idée, c'est de voir comment, au travers des compétences en fait territoriales, on intègre le numérique responsable. Donc, quand on est un département, la question sociale en fait du numérique responsable va se poser. Donc, par exemple, on va réfléchir sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller numérique responsable. Voilà. Ça, c'est la première chose, territoire. La deuxième chose, c'est les technologies. Donc, on travaille sur la question de qu'est-ce que c'est que le numérique responsable. Aujourd'hui, on a fait tout un tas d'outils qui sont disponibles sur notre site pour le web. Donc, aujourd'hui, vous avez, par exemple, des éco-index qui vous permettent, de la même façon que pour l'électroménager dans un supermarché, vous avez une note qui va de A à F, vous pouvez faire pareil pour un site web. Sauf que le numérique, c'est pas des sites web. Donc, aujourd'hui, on essaye d'étendre, si vous voulez, la question de la mesure aux jeux vidéo, à la IoT, et donc d'adresser en fait ces questions-là. Et est venue aussi, entre guillemets, se percuter quelque part la question industrielle. Aujourd'hui, on arrive à l'industrie 4, 5.0, et l'un des éléments majeurs de l'industrie 5.0, c'est l'humain au centre du dispositif industriel. Donc ça nous questionne aussi. Et enfin, je reviens sur l'humain, parce que le numérique responsable, c'est construit sur un paradoxe, qui est que d'un côté, vous avez les technologies qui sont de plus en plus, nouvelles, on parle du VR, on parle du métaverse, et de l'autre côté, des risques psychosociaux. Donc, remettre l'humain dans tout ça, travailler par exemple avec les tiers-lieux qui sont des opérateurs de proximité avec les citoyens pour faire de la médiation autour du numérique, c'est extrêmement intéressant aussi. Merci Adélaïde, et c'est une excellente transition avec la suite des questions que j'avais prévues, puisqu'effectivement tout au long de la journée on a beaucoup parlé du pilier environnemental, de l'aspect environnemental de la RSE, mais il y a aussi ce volet humain qu'on aurait tendance à oublier parfois. Comment est-ce qu'il s'articule justement aujourd'hui avec le numérique responsable? Louise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, on voit toujours derrière numérique responsable le côté empreinte carbone, mais on a pu voir notamment dans la dernière table ronde l'importance qui a été donnée et soulevée en fait de l'accompagnement au changement. Et c'est vrai qu'à ce titre, nous, on a beaucoup réfléchi à ces aspects-là dans le cadre d'un nouveau modèle d'entreprise que nous avons adopté chez Serdar Archimag, qui s'appelle la perma-entreprise. La perma-entreprise est un nouveau modèle de développement d'entreprise qui s'inspire de la permaculture. Et donc, nous nous efforçons de répondre à 3 principes éthiques déjà chez nous en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients et de notre écosystème, qui sont de prendre soin de l'humain. Le deuxième qui est de prendre soin de la planète. Donc là, on est en plein de manière intuitive dans le sujet. Et le troisième qui est de savoir se limiter et de redistribuer les richesses ou de redistribuer les surplus. Et donc, ce nouveau modèle d'entreprise, il y a un livre sur le sujet que vous trouverez facilement, ça nous a permis aussi très tôt de mettre en avant l'élément humain dans tous ces projets du numérique. Donc, c'est effectivement l'élément de l'inclusion numérique. On en a parlé aussi avec Yannick Giquel sur la table ronde juste avant. L'électronisme, il est aussi dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités territoriales. Donc, il faut absolument le prendre en compte dans tous nos projets de digitalisation et de dématérialisation, sans oublier aussi prendre en compte l'humain, prendre soin de l'humain, c'est aussi tenir compte de ses avis dès le début du projet. Donc, c'est pas uniquement l'accès numérique, mais c'est aussi faire en sorte que les collaborateurs, les utilisateurs, voire même d'autres. J'ai une coupure du côté de Louise. Oui, il y a une petite coupure. Oui, il y a une petite coupure. C'est comme ça que les projets vont réussir et qu'on va véritablement prendre en compte l'humain dans les projets. Et à ce titre,
je voulais aussi parler justement de l'Institut du permanumérique qui a été créé dans la mouvance des entreprises qui essayent de faire bouger les choses rapidement sur la perma-entreprise. Et donc, l'Institut du permanumérique, en fait, a pour vocation aussi à disséminer la bonne parole. Nous soutenons des projets, donc c'est le rôle de cette fondation. Et un des projets qui est assez emblématique et qui est en plein dans nos sujets, c'est via une association que nous soutenons qui s'appelle Latitude, qui est une association dans le monde de la tech, et dont le soutien en fait a permis de soutenir plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. L'idée étant de former les étudiants de la tech, donc ceux qui vont arriver dans nos entreprises et dans nos collectivités demain, pour qu'ils aient en tête justement quels sont les enjeux du numérique responsable. On a eu un premier retour, 90% des étudiants déclarent avoir une meilleure connaissance des enjeux sociaux, humains et environnementaux du numérique. Beaucoup nous disent aussi que c'est pas forcément un sujet dans les formations autour des nouvelles technologies, ce qui est quand même grand dommage. Et on a absolument besoin de former ces générations futures à la prise en compte de la sobriété, de la sobriété numérique. Et d'ailleurs, sur ces sujets de sobriété, parce que quelquefois on nous dit oui, mais bon, la sobriété numérique, c'est un peu comme la sobriété tout court. Vous avez toujours tout un tas de personnes qui disent enfin, on va quand même pas s'empêcher de vivre. Moi, j'ai pas envie de renoncer complètement à la viande, etc., etc. Donc, ce genre de réaction un peu de défense. Et en échangeant avec quelqu'un il y a pas longtemps, il disait en fait le contraire de sobriété, c'est quand même l'ébriété. Alors du coup, ça fait voir autrement cet aspect de sobriété, qui est juste de dire ne pas être en situation d'ébriété. Aujourd'hui, on est en situation d'ébriété vis-à-vis de la planète. Voilà, donc savoir se limiter, c'est aussi faire des choix, essayer au maximum de faire diminuer notre empreinte carbone, ensuite de pouvoir éventuellement compenser et contribuer. Comme disait Pierre. Et il y a un nouveau sujet aussi qui arrive, qu'on voit arriver un peu partout, sur lequel dont on s'est emparé aussi, qui est un peu pour moi l'étape d'après, qui est la régénération. D'ailleurs, peut-être qu'Adélaïde en parlera, parce que j'ai vu qu'à l'INR, c'est un des nouveaux sujets. C'est comment on peut faire pour ne pas continuer à dégrader la planète et nos ressources, mais comment on peut faire aussi, au-delà de ça, pour régénérer les ressources, quels programmes on peut mettre en place dans nos entreprises, dans nos collectivités pour participer à la régénération des ressources en local autour de nous. Voilà, donc ça c'est encore un nouveau sujet qui arrive et qui permet d'aller plus loin sur ces sujets. Je ne sais pas du coup si Adélaïde, vous voulez rebondir sur cette question de régénération. Alors déjà, je voudrais dire que je dirige un département d'informatique et je plus sois pleinement à ce que vient de dire Louise. Aujourd'hui, la question du numérique est un enjeu d'attractivité pour les entreprises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est je vois au travers de mes étudiants là, cette volonté forte d'aligner leurs pratiques professionnelles avec des convictions écologiques personnelles. Et quelque part, le numérique responsable le permet. Après, effectivement, il y a des enjeux d'instanciation de la thématique d'entreprise régénératrice ou régénérative. Et donc, après, il y a plein de cas qui permettent de le faire. Il y a des cas non-tech, et encore, dans la question agricole, on voit aussi des outils, comment dire. En gros, dans le numérique responsable, vous avez deux pans. Vous avez l'IT for Green et le Green IT. L'IT for Green, c'est le fait de mobiliser en fait le numérique pour l'optimisation des ressources. Et typiquement, sur des enjeux de régénération des sols ou des ressources naturelles, on voit des ressources, enfin des programmes de recherche assez intéressants.
Nous, au niveau de l'INR, on travaille sur la question de qu'est-ce que c'est que la pérennité programmée qui va contre-courant de l'obsolescence programmée. Et nous pensons que ça peut être une base de réflexion dans cette question de régénérescence en intégrant, ou en tout cas en trouvant des cas d'usage de l'économie circulaire. Voilà. Donc concrètement, c'est pour un périphérique numérique, jusqu'où on peut aller pour remanufacturer du coup un périphérique numérique. C'est aller même au-delà du reconditionnement. Ok, Pierre, tu voulais intervenir peut-être? Oui, je rebondirai effectivement sur l'ensemble sur lequel effectivement je suis totalement raccord, qui est d'abord sensibiliser et embarquer. Hein, toute cette notion d'embarquement en fait, hein, il y a besoin parce que ce sont des concepts qui sont quand même encore reçus comme confus, hein, il faut le dire. Ça demande effectivement du travail de consolidation. L'autre élément, et je rebondis sur ce que disait Guillaume, il faut mesurer. C'est-à-dire, en fait, on n'a aucune action possible si on ne mesure pas. Il faut que, pour que ça soit efficace, il faut effectivement mesurer. Donc, cette mesure, il peut y avoir effectivement la mesure écologique, c'est-à-dire à la fois de l'eau, c'est à la fois du minerai, mais le calcul du cycle de vie, donc l'analyse de cycle de vie, l'analyse ACV, qui permet de mesurer les émissions, d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est quelque chose effectivement qui est assez fondamental. On part de là en fait, hein, et ça permet ensuite de construire une stratégie et surtout une feuille de route. Et là, il faut être pragmatique, concret, pratique, pour continuer à embarquer toutes les personnes, toutes les parties prenantes, hein, que ce soit effectivement les utilisateurs, les clients, les citoyens, les usagers, et puis les collaborateurs en interne, hein, puisque effectivement il y a tous ces flux d'informations qu'il faut gérer et qu'il faut mesurer pour effectivement aboutir sur de la régénération et sur de la sobriété de la sobriété régénérative, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, c'est un challenge en fait, hein, clairement un challenge pour à la fois pour nous tous, hein, et puis pour la planète. Donc voilà, je voulais vraiment ajouter ce petit point et dire que effectivement j'étais très heureux de compléter parce qu'aujourd'hui on n'est pas aux prémices, hein, on a déjà beaucoup avancé sur beaucoup de choses, mais il faut aller plus loin, plus profond. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Adélaïde, et Basma, ce que tu disais aussi, c'est-à-dire en fait les programmes de recherche académique et en lien avec les entreprises, les experts et les entreprises privées, eh bien c'est quelque chose sur lequel il faut absolument continuer en fait, hein, et c'est le garant qu'on va réussir effectivement ces ambitions et répondre aux différentes ambitions qui sont. On n'a pas trop le choix, hein. N'oublions pas, comme je le disais au tout début, que si on veut éviter effectivement d'atteindre les 45% sur une échéance de 6 ans, hein, puisque 2024-2030, c'est la feuille de route ou c'est les scénarios en fait de l'ARCEP-ADEME, eh bien c'est dans 6 ans en fait. Donc c'est extrêmement rapide et il faut mettre effectivement les éléments à la mesure de l'enjeu. Merci beaucoup, Pierre. Alors, il y a un sujet sur lequel je voulais revenir et d'ailleurs qui a été beaucoup évoqué cet après-midi. Je crois avoir entendu quelqu'un d'ailleurs qui suggérait qu'on mette en place une table ronde vraiment dédiée à cette thématique, qui était l'intelligence artificielle, évidemment. C'est une tendance en plein essor et ça n'aura échappé à personne. À votre avis, comment on pourrait mettre cette intelligence artificielle, cette IA, au profit d'un numérique plus vert ? Cet après-midi, quand on l'évoquait, c'était plutôt pour dire justement qu'elle générait beaucoup de dépenses de matières premières et d'énergie que finalement on perdait, quitte même à remettre en question son utilisation, sa nécessité. Quelle est votre position là-dessus? Quel est votre avis? Qui veut se lancer? Bon, je vais me lancer. Il y a plusieurs enjeux derrière l'IA. Il y a effectivement la problématique de la consommation énergétique de l'IA. Les intelligences artificielles sont
extrêmement énergivores. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu de rendre les intelligences artificielles plus frugales. Ça, c'est un premier point. On voit notamment au niveau de l'AFNOR des groupes de travail qui sont en train de se créer pour rendre l'IA un peu plus frugale. Il y a l'enjeu de l'explicabilité et de la transparence des IA. Voilà, ça c'est un véritable enjeu. Il y a l'enjeu de toute technologie, c'est est-ce qu'on en a besoin? C'est un vrai sujet, mais l'IA n'y échappe pas parce que si on peut faire sans, bah, faut mieux faire sans, voilà. Et puis il y a un enjeu, il me semble aussi, de mesure, parce que en fait, on n'a pas encore de cadre de référence au niveau de la mesure. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas très en raccord sur la question de qu'est-ce que c'est que concevoir une IA. Donc je dirais qu'il y a ces enjeux-là, et après il y a des enjeux plus démocratiques. Et là, la question posée, elle est liée au caractère démocratique en fait des IA. Après, je rebondis sur le sujet enfin ce qu'exprimait Pierre sur la contribution. Moi, je dirais que derrière la contribution, il y a quand même un enjeu démocratique. C'est-à-dire que comment on fait, quelles que soient les technologies, donc il y a compris, pour passer d'une forme de démocratie participative à une démocratie contributive. Voilà. Et comment le citoyen est aussi au cœur du dispositif. Donc là, il y a aussi des enjeux autour de la création de communs, voilà, numériques, que l'on voit aussi apparaître. Les autres peut-être aussi, vous voulez? Oui. Je pourrais peut-être rajouter un petit mot là, à ce niveau-là, mais c'est pas pour rien qu'on a dit qu'on a eu le sentiment que ça prend une table ronde à part, sinon une série de conférences. Et puis peut-être là, du point de vue archivistique, et puis du point de vue du traitement des données, de prise en charge des données, il y a des réflexions un peu plus avancées au niveau de comment intégrer les facilités de l'intelligence artificielle pour avancer le traitement des données. Donc, le paradigme de l'automatisation devient un peu dépassé. Maintenant, on veut aller un peu plus loin avec, on va dire, la smartification du traitement des données. Alors, la question écologique, on ne doit pas la perdre de vue. Mais c'est quelque chose qui est difficile à positionner parce que déjà, pour certaines interventions sur les données, on n'est pas encore dans une approche confirmée ou des pratiques confirmées. Je prends l'exemple de l'évaluation qui reste encore un chantier ouvert et comme vous le savez, c'est quand même un dispositif écologique. L'évaluation en tant que fonction qui nous permet de voir clairement quelle masse informationnelle éliminer, comment alléger les serveurs, tout le stockage qu'on a. C'est quelque chose qui peut aider à avancer clairement le caractère, ça peut dégraisser le caractère énergivore du traitement actuel des données, sans oublier que on peut rationaliser les façons et les outils et les moyens et les infrastructures de stockage. Maintenant, c'est plus un secret. Donc, les technologies de stockage et l'infrastructure est utilisée dans ce sens-là. Les grands providers de stockage, d'infrastructures de stockage, rationalise les technologies de cette manière-là. Selon la valeur de la donnée et des données, on va investir dans le type de stockage. On ne va pas sécuriser et le dépenser et consommer une donnée qui ne vaut pas. La valeur et donc les caractéristiques de la donnée va configurer aussi les coûts écologiques, entre autres, et l'investissement en technologie qui est derrière. Donc, je pense que si on s'acharne sur comment produire de l'intelligence artificielle, on devrait avoir un investissement plus creusé
sur d'abord comment les pratiques actuelles, donc les méthodologies, sans être dans la technique de papier numérique, hein, parce que les principes d'évaluation s'appliqueraient quelle que soit la forme et le format de la formation. Donc, comment sélectionner, comment filtrer, comment dégraisser les masses, quelque chose qui pourrait clairement avancer. Et à cet égard, peut-être sur l'application et l'applicabilité de l'intelligence artificielle dans le monde des données, entre autres, et de l'évaluation, on peut éventuellement voir les travaux du groupe Interpares ITrust AI qui est avancé dans ce sens-là. Je peux mettre le lien. Avec plaisir, oui, si vous pouvez partager des informations, c'est toujours un plus. Pierre, je te voyais hocher la tête, effectivement, pendant que Basma parlait. Est-ce que tu veux compléter éventuellement ou plus soyez tout simplement? Non, j'approuvais tout à fait, et donc je suis totalement raccord avec tout ce qui s'est dit. Super. Écoutez, je me tourne justement vers vous, Pierre-Louise. Est-ce que l'un de vous veut se lancer dans le mot de la fin, peut-être? Pierre, je sais que tu as assisté à beaucoup de conférences, même quand tu n'y participes pas. Je pense que le retour, effectivement, par rapport à cette belle journée, parce que, effectivement, merci de l'avoir précisé, on est sur la 3e, en fait, session pour partage, pour sensibiliser, pour embarquer, pour partager des bonnes pratiques, hein, et des nouveaux outils, des nouvelles solutions et des nouveaux référentiels. Donc là-dessus, effectivement, on a partagé pendant toute cette journée avec brillamment des experts, des avis circonstanciés, et vraiment c'était quelque chose de tout à fait magnifique. J'espère que chacun a pu effectivement dans son précaré utiliser, récupérer des données, des informations complètement utiles pour avancer sur les projets respectifs. Donc, en termes de conclusion, eh bien, c'est encore une fois une très belle étape, une étape sur cette 3e journée. Et le rendez-vous, effectivement, va être donné sur janvier 2025, hein, maintenant, hein, puisque effectivement, c'est une journée qui est installée maintenant sur le mois de janvier. Donc, je ne sais pas si ce sera le 23, le 24 ou le 25. 25, pourquoi pas, hein. Et donc, ça permettra de faire le point sur le résultat des programmes de recherche, le résultat aussi sur l'avancement des labels, hein, puisque effectivement, Adélaïde, tu évoquais des labels, mais pour moi, vu effectivement toute l'analyse qu'on a fait, les labellisations, c'est pas encore tout à fait clair, les périmètres des labels changent, les certifications, la différence entre label, certification, les relations AFNOR, pas AFNOR, enfin, il y a plein de choses en fait qui sont, et je pense qu'il y aura probablement un atelier sur ce sujet-là, puisque effectivement c'est en train de se construire, hein, quelque part, hein, puisque voilà, on est vraiment sur de la co-construction. Et puis, je pense que le modèle de la perma-entreprise, avec tous ces enjeux, eh bien, est parti effectivement sur des bonnes voies, avec des déclinaisons qui seront aussi assez intéressantes, peut-être avec des sessions sur la perma-industrie, hein, ou la perma-association, avec les différentes organisations selon les différents métiers ou les différents types d'organisations. Il y a peut-être des approches différentes à avoir de l'éco-conception et, en tout du moins, de la gouvernance de l'information éco-responsable. Louise, un petit mot pour terminer, peut-être? Oui, juste un mot, il faut aller vite. Tout à l'heure, on a dit il faut aller plus loin, il faut approfondir, certes, mais je pense qu'il faut aller vite quand on regarde l'état du monde et le degré de connaissance là-dessus. Voilà, on a la chance dans nos organisations, que ce soit des collectivités et encore plus dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on peut aller vite sur ces projets-là. Et je pense qu'on a tout intérêt à s'emparer de ces sujets
et à commencer le changement tout de suite parce que les dégradations se font et il faut qu'il y ait des acteurs comme nous. Hein, vous avez été près de 500 inscrits à cette journée aujourd'hui à participer justement à ce mouvement pour enclencher le changement et influencer autour de nous sur ces idées. En espérant effectivement que ces informations disséminées tout au long de la journée vous seront utiles et vous inspireront. En tout cas, pour ma part, je remercie encore une fois vous tous qui êtes présents lors de cette table ronde, nos experts et sponsors tout au long de la journée, et également toutes nos équipes en interne aussi qui font que cet événement est désormais incontournable tous les ans, les équipes commerciales, marketing et mes co-animateurs Eric Hugo Siva, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette journée et à l'année prochaine dans ce cas. Merci à vous tous. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Fabien, au revoir.